En décembre 2025, la NASA a perdu le contact avec une sonde martienne. Pendant des semaines, elle a tenté de reprendre le contact, sans succès. La mission de l'orbiteur Maven, dédiée à l'étude de l'atmosphère de la planète rouge, peut définitivement être considérée comme terminée. Seulement, peu avant cette rupture de communication brutale, la sonde a fait une observation très étrange. Des données collectées au cœur d'une tempête solaire à 185 km au-dessus de la surface martienne. Des données que des scientifiques viennent tout juste de finir d'analyser et de publier. Elles montrent un étrange effet atmosphérique qui pourrait nous aider à comprendre comment Mars a perdu son eau liquide il y a des milliards d'années. Aujourd'hui, on décortique cette news et bien d'autres dans DNDE. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. En physique, il existe un paradoxe qui empêche les plus grands esprits de dormir depuis 50 ans. Quand de la matière tombe dans un trou noir, qu'arrive-t-il à l'information qu'elle contenait ? Pour la mécanique quantique, l'information est indestructible. Elle ne peut pas disparaître, jamais. Mais un trou noir, lui, ne laisse rien s'échapper. Alors, où va-t-elle ? Ce paradoxe n'est toujours pas résolu, mais il révèle quelque chose d'universel, l'information par nature ne s'efface pas. Vos données personnelles non plus. Vous connaissez le dicton, Internet n'oublie jamais. Chaque achat en ligne, chaque inscription sur un site, chaque formulaire rempli génère des traces qui se propagent à travers un réseau opaque de courtiers en données. Ces entreprises achètent, enrichissent et revendent des profils ultra détaillés avec votre nom, votre adresse, vos habitudes et vos centres d'intérêt. Et contrairement à l'information dans un trou noir, vos données, elles, tout le monde peut y accéder. C'est là qu'intervient le sponsor de la vidéo, Incogni. Incogni, c'est un peu votre trou noir personnel, votre machine à faire disparaître vos informations de ces bases de données. En Europe, la RGPD vous donne le droit légal d'exiger la suppression de vos données, seulement en pratique, c'est compliqué. Il faut savoir où vos données sont stockées et personnellement, j'en ai aucune idée. Et même si je le savais, il faudrait que j'envoie des dizaines de mails à tous ces acteurs opaques pour demander la suppression de mes données personnelles. Incogni fait tout ce travail à votre place. Il détecte les bases de données où vous figurez, envoie les demandes de suppression et surtout recommence en continu parce que vos données ont cette fâcheuse tendance à réapparaître. Quand j'ai testé, j'ai trouvé mon profil dans de nombreux registres, ce qui m'avait surpris. J'ai pu les supprimer rapidement avec Incogni, mais quelques semaines plus tard, ils étaient déjà de retour. Depuis, j'ai pris une habitude simple, je fais tourner Incogni 1 à 2 fois par mois, sans trop y réfléchir, et comme ça, je sais que mes traces numériques sont réduites. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez tester Incogni avec le code HugoLisoire qui vous donne 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Et nous, on retourne aux actualités spatiales. En 2013, la NASA a lancé une sonde martienne conçue pour une mission de 2 ans. Elle devait aider à comprendre pourquoi Mars, cette planète qui avait autrefois des rivières, des lacs et peut-être même de la vie, est devenue un désert aride et froid. La sonde s'est notamment intéressée au vent solaire et à ses interactions avec la fine atmosphère de la planète rouge. Cette interaction est en effet une des clés pour comprendre comment la précieuse atmosphère de Mars a progressivement disparu. La mission de Maven a duré 11 ans, bien plus longtemps que ce que la NASA espérait. Seulement, un jour de décembre 2025, la sonde a disparu derrière Mars suivant son orbite et n'est jamais réapparue. Ou plutôt, elle n'a jamais repris contact avec les antennes du Deep Space Network. Les ingénieurs de la mission ont fini par capter des fragments d'un signal parasite juste assez pour comprendre que la sonde avait quitté son orbite prévue et s'était mise à tourner sur elle-même de façon incontrôlée. L'agence spatiale américaine a donc demandé au rover Curiosity, posé sur le sol martien, de pointer ses caméras vers le ciel pour essayer de l'apercevoir. 2 tentatives qui n'ont rien donné. Quelques semaines plus tard, les communications ont été complètement coupées entre Mars et la Terre, les 2 planètes se trouvant de part et d'autre du Soleil. Lorsqu'elles ont pu reprendre, la NASA a pu se rendre à l'évidence, elle ne récupérerait pas sa sonde. Maven est donc aujourd'hui considérée comme perdue. Ce qui représente un vrai problème car elle servait également de relais pour certaines des communications des rovers à la surface. En 2023, elle était encore parfaitement opérationnelle quand une éjection de masse coronale a frappé Mars.
Une éjection de masse coronale est une puissante explosion à la surface du Soleil, qui projette des milliards de tonnes de plasma à des vitesses prodigieuses. De temps en temps, ça part dans la direction d'une planète, et ça peut avoir des effets très perceptibles sur son champ magnétique et son atmosphère. Autour de la Terre, des dizaines de satellites ont déjà été perdus de cette manière. En décembre 2023, c'est Mars qui a été frappé. À ce moment, MAVEN était encore opérationnel et évoluait sur une orbite basse au-dessus du sol martien. Ces instruments se sont vite affolés, révélant comment la faible magnétosphère martienne était malmenée par la puissante éruption solaire. Dans ce chaos, la sonde a enregistré quelque chose d'encore plus étrange. 5 grandes structures magnétiques qui se sont enfoncées dans la ionosphère martienne. Ce comportement a dans un premier temps été surprenant, jusqu'à ce que les planétologues lui trouvent un analogue terrestre. Cet analogue terrestre, c'est ce qu'on appelle l'effet Swan-Wolf, un phénomène bien documenté sur Terre, mais qu'on n'avait encore jamais observé dans la ionosphère d'une planète comme Mars. Pour le comprendre, il faut d'abord s'intéresser au champ magnétique planétaire. La Terre possède un champ magnétique dipolaire global, généré par son noyau en fusion. Il la protège comme un bouclier. Quand le vent solaire arrive, il est dévié loin au-dessus de nos têtes, mais à la frontière de ce bouclier, quelque chose d'intéressant se produit. Les lignes de champ magnétique se compriment et cette compression expulse le plasma, le poussant sur les côtés le long des lignes de champ. Cela crée une zone localement appauvrie en plasma, et c'est ce qu'on appelle l'effet Swan-Wolf. Retrouver ce même phénomène autour de Mars est donc très surprenant. La planète rouge n'a pas de bouclier magnétique global. Son noyau s'est refroidi il y a des milliards d'années, ce qui a entraîné la disparition de son champ magnétique global. Le vent solaire interagit cependant avec sa ionosphère et génère un champ magnétique induit, beaucoup plus faible que celui de la Terre. Il semble cependant avoir été suffisant lors de la tempête de décembre 2023 pour reproduire les conditions nécessaires à l'effet Swan-Wolf. Ce qui rend cette découverte particulièrement importante, c'est ce qu'elle implique au-delà de cet événement isolé. Les chercheurs estiment que l'effet Swan-Wolf est probablement actif en permanence dans la ionosphère martienne. Simplement, dans des conditions normales, il est trop faible pour être détecté par nos instruments. C'est la violence exceptionnelle de la tempête solaire de décembre 2023 qui l'a amplifié suffisamment pour le rendre visible. C'est une information cruciale pour comprendre l'histoire de Mars. Il y a environ 3,7 milliards d'années, Mars était une planète en partie bleue, avec des rivières, des lacs, peut-être même un grand océan. Elle a cependant perdu toute cette précieuse eau lorsque son cœur s'est refroidi. Son champ magnétique global a alors disparu et le vent solaire a commencé son travail de sape, arrachant peu à peu les atomes de l'atmosphère et faisant chuter la pression et la température de la surface. L'eau a fini évaporée ou glacée et la planète est aujourd'hui complètement aride. L'effet Swan-Wolf ajoute une pièce à cette histoire, car le jeune Soleil était bien plus actif qu'aujourd'hui. Plus de tempêtes, plus d'éjections de masse coronale, plus d'épisodes comme celui de décembre 2023. Ce qui signifie que cet effet, aujourd'hui à peine détectable, aurait pu jouer un rôle significatif dans les premières étapes de la disparition de l'atmosphère martienne. Il pourra donc être intégré au modèle qui retrace cette histoire pour nous donner de précieux indices sur la fin de l'histoire de l'eau liquide à la surface de la planète rouge. Mars, c'est un des grands objectifs de SpaceX. L'entreprise entretient une histoire d'amour avec notre voisine et elle espère la concrétiser grâce au Starship. Avant d'en arriver là, il faut bien évidemment que le vaisseau vole et remplisse toutes ses promesses. Et de ce côté, les choses avancent avec plus ou moins de succès. La semaine dernière, SpaceX a procédé au 12e essai orbital de son lanceur géant, le premier dans la version Block 3, qui amène notamment la toute nouvelle version des Raptor, plus intégrée et plus légère. Le vol a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi et s'est à peu près bien déroulé. Disons qu'il y a eu du bon et du moins bon. Du côté des bonnes nouvelles, on peut dire que c'est une bien meilleure entrée en matière que les premiers vols de la version Block 2. Tout n'a pas été parfait, mais la mission a été globalement remplie. Le décollage était particulièrement impressionnant. J'ai trouvé que le lanceur s'arrachait sensiblement plus rapidement de sa tour de lancement que lors des précédents essais. La nouvelle tour de lancement semble avoir bien rempli son rôle, et je n'ai pas vu de débris volés malgré les impressionnantes ondes de choc visibles au décollage. Le Starship, lui, a atteint sa quasi-orbite et a même pu libérer ses simulateurs de Starlink dans un balai lent mais bien réglé.
Le vaisseau est ensuite allé se poser en mer, relativement doucement, suffisamment en tout cas pour ne pas exploser au contact. Il a bel et bien fini en boule de feu, mais après avoir touché l'eau, lorsqu'il a basculé à l'horizontale. La précision semble encore excellente, en témoignent les images des balises et d'un drone qui se trouvait exactement là où le Starship était attendu. Je note également le bon état apparent du bouclier thermique, un domaine où SpaceX semble avoir fait de nets progrès. Et quelques tuiles éventuellement perdues ne semblent pas poser de danger au vaisseau, celui-ci semblait dans un relativement bon état en fin de mission. On se rapproche donc de quelque chose de compatible avec la réutilisation. Du côté du moins bon, il y a les Raptors. Ce sont les premiers représentants de cette nouvelle version, et cela se voit. La fiabilité n'a franchement pas été bonne. Des moteurs perdus au premier étage et au second étage. Beaucoup d'abonnés absents au réallumage de Super Heavy, ce qui a donné une séparation et un boost back assez chaotiques. Certaines images laissent même deviner une explosion. Super Heavy n'a d'ailleurs pas survécu jusqu'à la surface du golfe du Mexique. Un des Raptors optimisés pour le vide a été perdu assez tôt dans la phase propulsive du Starship, ce qui n'a pas empêché le vaisseau de remplir la mission. Au moins de ce côté, l'architecture dans son ensemble est suffisamment résiliente pour pallier à la fiabilité des moteurs. SpaceX a décidé de faire l'impasse sur le réallumage quasi-orbital d'un Raptor, ce qui aurait pourtant été appréciable pour la préparation d'Artemis 3. Globalement, on avance donc, mais peut-être pas aussi vite que nécessaire. Il va être intéressant de voir quel est le prochain test envisagé. Est-ce que SpaceX doit faire encore quelques essais sur ce même profil de vol? Quand sera-t-elle enfin prête pour une démonstration de ravitaillement orbital? En plus de ce lancement impressionnant, SpaceX a également ouvert ses comptes pour la première fois de son histoire la semaine dernière. Et oui, une introduction en bourse signifie qu'une partie des documents financiers de l'entreprise vont devenir publics. Toute l'industrie peut maintenant éplucher les dépenses et recettes du plus grand acteur du New Space pour savoir le spatial et ce que ça rapporte. Bon, il y en a pour presque 400 pages. Je vais être honnête avec vous, on n'a pas tout lu, du moins pas encore. En 2025, SpaceX a généré 18 milliards de dollars de revenus pour une perte de presque 5 milliards, due aux investissements dans l'intelligence artificielle. C'est 4 milliards de revenus en plus en un an. 2024 avait cependant permis à l'entreprise d'afficher un profit. L'entreprise annonce également des projections et elles font tourner la tête. SpaceX pense pouvoir croquer tout ou partie d'un marché qui pèsera 28 000 milliards de dollars dans les prochaines années. Et le spatial ne représente qu'une petite partie du gâteau, environ 370 milliards. La plus grosse part, c'est l'intelligence artificielle. Surtout au profit des entreprises, qui pourraient représenter un marché de 26 000 milliards de dollars. On comprend mieux la fusion de SpaceX avec XAI. Bon, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est le spatial. Dans ces documents, on obtient ainsi un chiffre précis sur les performances financières du Starship. L'architecture doit permettre de lancer en orbite basse pour 185 $ par kilo. C'est le chiffre à atteindre pour que les autres applications, notamment les data centers orbitaux, deviennent viables. L'entreprise reconnaît qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour en arriver là. 15 milliards de dollars ont déjà été engloutis dans le développement du Starship, et il faudra donc amortir ses coûts sur un très grand nombre de lancements, en plus du coût marginal de chaque tir. On devrait voir au cours de l'été si les investisseurs acceptent cette vision et soutiennent le cours. L'entrée en bourse se fera le 12 juin. De telles ambitions donnent des idées au reste de l'industrie. La semaine dernière, c'est Vast Space qui a décidé de faire part de ses nouveaux plans. Vast développe des stations spatiales modulaires avec une méthode qui doit permettre un déploiement rapide. Leur première station, Haven 1, pourrait ainsi être placée d'ici 1 ou 2 ans. L'idée est de faire dans un premier temps des stations temporaires qui s'adossent au système de support vie du vaisseau Dragon pour simplifier le développement. À ça, il faudra maintenant ajouter des satellites de forte puissance. L'entreprise est en train de mettre au point un bus capable de délivrer 15 kW de puissance électrique à une charge utile pouvant aller jusqu'à 350 kg. Ils auront une durée de vie de 5 ans et pourront être déployés en orbite terrestre et lunaire. Ce bus pourrait servir plusieurs applications, observation de la Terre ou télécommunications. Mais Vast annonce aussi qu'il pourra accueillir des modules Space 1 Vera Rubin, une plateforme qu'NVIDIA a lancée en mars dernier et qui est dédiée au calcul spatial. Vous l'aurez compris, Vast a peut-être entrevu les documents financiers de SpaceX et le juteux 26 000 milliards estimé pour le marché d'IA spatial dans les prochaines années.
Aucun doute que bien d'autres entreprises vont vouloir se lancer dans cette direction. L'avantage de Vast, c'est qu'ils possèdent déjà des financements solides et des installations adaptées. Ils travaillent sur tous les sous-systèmes d'un satellite de forte puissance pour leur station spatiale. Ils semblent d'ailleurs déjà avoir trouvé des clients puisque 4 satellites auraient déjà été vendus avec des options pour 200 de plus. L'entreprise souhaite apparemment se contenter de commercialiser une plateforme sans l'exploiter par elle-même. Les prédictions de l'entreprise font également tourner la tête. Vast estime qu'il y aura 500 000 satellites en orbite dans 10 ans, toutes applications confondues. Ça a le mérite de donner du grain à moudre aux nombreuses startups qui développent des lanceurs. Si ces chiffres s'approchent de la réalité, il devient en revanche urgent de coordonner ces flottes pour éviter un syndrome de Kessler qui fermerait la porte de l'espace à tout le monde. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Je vous rappelle que vous pouvez tester Incogni avec le code HugoLisoire qui vous donnera 60% de réduction sur l'abonnement annuel. On les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Et quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.